Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 7h45, le petit déjeuner politique aujourd'hui, c'est Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la fonction publique. Bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. Lendemain de week-end avec des fêtes clandestines. Franchement, est-ce que le couvre-feu à 23h, ça a encore une utilité et du sens ? Bon, écoutez, je pense qu'on a tous extrêmement envie de profiter des soirées, il fait beau et on a envie d'être avec nos amis. Donc on voit bien qu'on a aujourd'hui un enjeu, c'est quand même de continuer à réussir cette sortie progressive du confinement. Le couvre-feu est à 19h, puis à 21h, puis à 23h. Dans 15 jours, il n'y aura plus de couvre-feu. Donc c'est un effort, il faut le reconnaître. Moi, je vois beaucoup de Français qui sont dans le civisme. Et puis je vois après des hommes et des femmes politiques, Valérie Pécresse et d'autres, qui nous parlent au fond d'électoralisme. Qui nous disent, voilà, Valérie Pécresse qui dit oui, il faut arrêter avec ce couvre-feu, quoi. On est en train de faire les choses sérieusement, avec un sens à nouveau des responsabilités des Français dans leur immense majorité, qui est exemplaire. On sait qu'on a 15 jours encore devant nous d'efforts à tenir progressivement pour que le virus puisse partir et qu'on puisse surtout avoir beaucoup de belles soirées d'été. Donc ne soyons pas dans des messages simplistes, électoralistes. La jeunesse, je pense qu'elle fait des efforts depuis maintenant des mois et on fait les choses par étapes, c'est ce qui est le plus important. Le week-end, on aurait peut-être pu accorder certaines dérogations, quoi, non ? Non. On a bien accordé des dérogations pour Roland-Garros, quoi. Mais attendez, dans un protocole très strict, des gens assis qui ont tous fait un pass sanitaire. Oui, qui sont les uns les autres et qui crient, quoi. Mais on est dans un contexte où il nous faut être progressif et responsable. Donc je ne ferai pas aujourd'hui à nouveau d'électoralisme. Maintenant, je tiens à remercier ceux qui font des efforts et je pense qu'on a tous très envie retrouver la vie avec nos amis sans regarder sa montre. Je pense que c'est un objectif collectif. Oui, le général Lecointre, chef d'état-major des armées depuis 2017, il a succédé à De Villiers, va quitter ses fonctions après le 14 juillet. La neutralité des armées doit être préservée à tout prix, a-t-il dit pour se justifier. Comment vous interprétez, vous, ce départ ? Bon, d'abord, je l'interprète comme celui d'un homme d'État qui a servi la nation, mené des armées dans un contexte extrêmement difficile et qui fait honneur à ces valeurs du service public qui sont aussi les valeurs de l'armée. Des valeurs de loyauté, des valeurs d'engagement, de neutralité. C'est une respiration, au fond, qui est habituelle dans les armées. Au bout de 4 ans, les choses changent. Et donc, c'est ce que le général Lecointre, je crois, incarne aujourd'hui. Oui, il semble regretter quand même que la nouvelle génération ne s'intéresse pas plus à l'armée et qu'il n'y a pas davantage de crédit dans une période qui est quand même très incertaine au niveau de la planète. Vous savez, c'est tous les métiers. Tous les métiers du service de l'intérêt général qu'il nous faut faire connaître, qu'il nous faut valoriser. C'est aussi mon rôle en tant que ministre de la fonction publique. On a une campagne en ce moment qui s'appelle Rejoins le service public, qui fait connaître ces métiers et qui montre que servir les autres, s'engager pour les autres, c'est la plus belle manière de donner sens à sa vie et d'être utile. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Il faudrait peut-être revoir le rôle de l'armée. Je vous dis que l'armée, les services publics, la fonction publique, on doit redonner du sens à ces métiers qui sont des métiers d'engagement, de service. Et évidemment, l'armée a un rôle à ce titre extrêmement important. On a aujourd'hui une armée de métiers qui doit en permanence recruter et c'est pour nous une priorité que les Français connaissent la réalité. Vous avez du mal à recruter pour l'armée ? L'armée aujourd'hui recrute tous les ans et beaucoup, recrute très bien. En revanche, moi je peux vous dire que pour la fonction publique en général, on a 100 000 postes offerts à des jeunes de tout niveau. Eh bien, on est obligé aujourd'hui, et c'est le sens de ce que mon action, de faire connaître les métiers, de sortir des clichés, de montrer que cette fonction publique, elle a un sens, elle a des valeurs, et c'est surtout un métier où on a une utilité. Et je crois que c'est aujourd'hui, beaucoup de jeunes cherchent une voie, cherchent une orientation. Moi, je leur dis, s'engager pour les autres, c'est une belle manière de mettre son énergie au service d'une cause, de l'utilité générale. Bon, alors, sur la réforme de la fonction publique, il y a surtout des critiques sur la suppression du corps préfectoral en tant que tel. On vous accuse de vouloir libéraliser la fonction publique. Est-ce que vous assumez cette introduction, justement, dans les grands corps de ce système libéral ? D'abord, c'est pas un système libéral. Vous savez, les libéraux, c'est ceux qui, de Jean-François Copé, à Éric Woerth, à Guillaume Pelletier, nous expliquent matin, midi et soir que leur solution à tous les problèmes de la France, c'est de supprimer tout bonnement le statut de la fonction publique. C'est de passer à la contractualisation. Moi, c'est pas du tout, avec le président de la République et le Premier ministre, la réforme que je porte. La réforme que je porte, c'est de croire effectivement aux valeurs du service public. De croire à ce statut. Mais dans ce statut, nous assurer que ce ne sont pas les déterminismes, les corporatismes, le classement qu'on a à 25 ans qui fait votre carrière. Et aujourd'hui, vous savez, 3/4 des Français
Et c'est assez inédit parce que c'est aussi 3/4 des agents publics qui soutiennent cette réforme qui est là pour les Français à 3 égards. D'abord parce qu'elle permet de valoriser les postes opérationnels, les postes de terrain, parce qu'elle dit que les promotions se feront avec de l'évaluation, et parce qu'elle dit aussi une chose, c'est que les grandes fonctions prestigieuses d'inspection, de contrôle et de jugement, ce ne sont pas des fonctions que l'on fait quand on commence sa carrière et qu'on fait toute sa vie. Oui. Pour bien juger, il faut bien connaître le terrain, pour bien inspecter, il faut bien connaître le terrain. Et donc cette réforme, c'est une réforme, vous voyez, qu'on ne fait pas parce qu'on aurait 2022 dans le viseur. On le fait dans l'intérêt des Français, de la reconstruction de notre pays. C'est un système, vous savez, qui n'avait pas changé depuis 75 ans. Moi, je suis en train de consulter les hauts fonctionnaires. 6 000 d'entre eux ont répondu. Eh bien, ils ont des grandes attentes, justement, de changement, de mobilité, de transparence. Et donc, on ne supprime, je tiens vraiment à le dire ici, on ne supprime aucun métier. Évidemment qu'on ne va pas supprimer les préfets. Il y a une suppression du corps préfectoral en tant que tel, quoi. La logique de corps, c'est une logique qui enferme. Moi, logique de corps, je préférerais toujours les compétences, je préférais toujours les personnes, et je préférais toujours de nous mettre à jour, au fond, d'un monde de plus en plus complexe, où on a besoin que les compétences circulent, plutôt qu'on enferme les gens dans des modèles où, en fait, on perd aussi beaucoup de liberté, et on perd aussi des perspectives. Il y a quand même une chose qu'on ne dit pas. Il y a beaucoup aujourd'hui de préfets qui n'ont plus de perspective de carrière, qui sont, comme on dit, des préfets hors cadre. C'est pour eux, c'est un gâchis humain incroyable. Vous imaginez, la ministre que je suis, de voir qu'il y a des gens, parce qu'ils sont dans un corps, ils n'ont plus la possibilité, pour des raisons administratives, pour des raisons de statut, de mettre leurs compétences au service du pays. C'est ça la réforme qu'on porte. Donc, et vous voyez que c'est une réforme pour l'avenir. Pour qu'ils partent ailleurs dans le privé éventuellement. Non, et puis qu'il y ait forcément dans le privé, qui leurs compétences, qu'ils aillent servir dans d'autres ministères. Vous savez, le général de Gaulle, en 1945, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit il faut que les compétences circulent d'un ministère à un autre. On est 75 ans plus tard, ça ne se produit plus. Cette réforme, à ce titre, elle est gaullienne. S'assurer que les meilleurs vont travailler pour ce qui est le plus compliqué dans notre pays, c'est-à-dire s'intéresser à notre pays, s'intéresser à son avenir, au numérique, à l'écologie, aux valeurs de la République, qu'on le fasse avec un esprit collectif et pas un esprit de corps. Bon, quand est-ce qu'elle va rentrer en vigueur, cette réforme ? Cette réforme, elle rentre en vigueur le 1er janvier 2022. On est là en train de mettre vraiment sur pied la mise en œuvre concrète. On le fait avec les hauts fonctionnaires, c'est inédit. Mais en revanche, il n'y a pas de débat au Parlement, quoi, sur cette réforme. Il y a eu un débat en 2019. Le Parlement a débattu. Là, maintenant, dans l'application. Le Parlement a débattu. Il a habilité le gouvernement à prendre une ordonnance. C'est le fonctionnement normal d'une démocratie. C'est la Constitution française qui le permet. Et donc aujourd'hui, l'ordonnance a été présentée et signée à 15 jours. Maintenant, on est dans la mise en œuvre. Et moi, je fais quoi ? Je consulte. Jamais on a consulté directement les 12 000 hauts fonctionnaires de notre pays pour leur demander qu'est-ce qu'ils attendent pour leur carrière, de quoi ils ont besoin et comment ils se projettent dans l'avenir. À propos justement aussi du nombre de fonctionnaires, Emmanuel Macron voulait en supprimer 120 000, me semble-t-il, pendant la campagne électorale. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Aujourd'hui, d'abord, on a eu une crise très dure, qui s'appelle la crise du Covid. On a des enjeux de sécurité, des enjeux de justice, qui fait qu'on a regardé les choses en face et on s'est dit, c'est quoi l'enjeu aujourd'hui ? On stabilise les effectifs, donc c'est un effort, pas plus au total d'agents publics de l'État. En revanche, on réalloue nos compétences, on réalloue nos besoins. Il y a besoin de plus de monde sur le terrain, on est en train de renvoyer du monde dans les départements. Il y a besoin de plus de monde dans les forces de l'ordre, on recrute 10 000 policiers et gendarmes. On a besoin de plus de monde dans la justice, et donc il y a des ministères qui font donc pas de suppression, il n'y a pas eu de suppression, il y a eu 10 000, c'est ça, suppression à peu près ? Mais notre enjeu aujourd'hui. Non mais je voudrais un chiffre, Amélie de Montchalin. Non mais attendez, il y avait un chiffre qui avait été annoncé. Oui, on parle toujours des promesses électorales. Il y avait ce chiffre de 120 000. Bon, aujourd'hui, on en est où, Amélie de Montchalin ? On voudrait savoir. Dans l'État, qui est la responsabilité que je porte devant vous, je ne vous parle pas des collectivités locales, je parle de l'État. En 2021, la décision que nous avons prise avec le Premier ministre, c'est de stabiliser l'effectif. Moi, je ne suis pas la ministre d'une approche comptable. Pendant des années, la seule chose qu'on a eu à dire sur les fonctionnaires dans notre pays, c'est qu'ils étaient trop nombreux. Ce n'est pas la raison de création de mon ministère en juillet dernier. En juillet dernier, on s'est dit quoi ? Vous ne m'avez toujours pas donné de chiffre. On est à un peu moins, on doit être à quelques milliers de moins qu'en début du quinquennat. Mais notre enjeu, moins de 10 000. On stabilise les effectifs et on réalloue nos compétences, on réalloue en fonction de besoins. Je pense que les Français l'entendent. L'approche comptable, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a vidé l'État dans les préfectures et les sous-préfectures. Elle a retiré de la force à l'État. Peut-être, d'accord, mais il y avait une promesse de campagne. Donc mais aujourd'hui, les Français expriment un besoin de santé, un besoin de sécurité. Ce qui veut dire que les promesses n'engagent que ceux qui... Vous savez, sur le site du gouvernement, gouvernement.fr, vous avez nos résultats département par département. Sur les 36 politiques prioritaires, on n'a aucune difficulté à présenter ce qu'on a fait, ce qu'on doit encore accélérer. Mais je vous dis une chose, si on garde cette approche comptable, qui objectivement a fait énormément de mal, notamment quand la droite était au pouvoir avec la fameuse RGPP, eh bien c'est l'État qu'on affaiblit, et les Français aujourd'hui, ils comprennent très bien que c'est un effort collectif.
pour leur intérêt d'avoir mais plus d'hommes et de femmes. Les Français, ils savent aussi que la France est quand même assez endettée. Un mot maintenant sur le télétravail. Où en est-on dans la fonction publique ? On en est que depuis mercredi dernier, on a changé les règles. Oui. On a aujourd'hui 3 jours de télétravail, 2 jours en présentiel, comme on dit, donc de retour dans les bureaux, les administrations. On fait ça progressivement. Les choses à nouveau changeront au 1er juillet si la situation sanitaire le permet. C'est-à-dire au 1er juillet ? Et on passera du coup à ce moment-là à plus que 2 jours de télétravail. Et notre enjeu, c'est en ce moment de négocier avec les syndicats, de négocier avec l'ensemble des ministères, parce que le télétravail va rester dans la fonction publique. On va s'assurer. Mais c'est-à-dire qu'à la rentrée en septembre, il y a des gens qui pourront continuer de faire une ou deux journées de télétravail. On a un nouvel accord cadre, parce que de cette période, on a aussi beaucoup changé nos organisations. On a fait augmenter la confiance dans les organisations. Et donc, évidemment, le télétravail, c'est quelque chose qui restera. Et c'est, je crois, une vraie ouverture, vrai positif pour les agents publics. Amélie de Montchalin, un mot sur les régionales. La question qui fâche en ce moment, c'est celle du Front républicain. Vous y êtes favorable ou pas ? Vous savez, moi, ce qui me fâche, c'est qu'on a oublié que faire campagne, c'est d'abord proposer des projets. Ça me semble absolument aberrant qu'aujourd'hui, on demande plus aux candidats à la présidence des régions ce qu'ils feront au second tour que ce qu'ils feront pour les Français de leur région. La meilleure manière de combattre le Front National, c'est d'aller faire campagne sur le terrain, c'est d'aller rencontrer les Français, c'est de faire ce que Laurent Saint-Martin fait en Ile-de-France, ce que je fais tous les jours en Essonne, c'est d'aller convaincre avec des idées. Qu'est-ce que veut le Front National ? Et vous regardez, c'est de ne pas faire campagne, c'est de laisser les partis s'entre-déchirer à leur égard. Ouais. Ils font des propositions sur la sécurité. Il n'y a aucune proposition. Jordan Bardella, il ne vient pas au débat. Jordan Bardella ne vient pas débattre sur le terrain, dans les départements, avec personne. Le tract que le Front National distribue partout, c'est une photo de Marine Le Pen et en leur disant « Vivement 2022 ». Donc moi, ce qui aujourd'hui me choque profondément, c'est que les présidents de région aujourd'hui, ils sont plus interrogés, et certains d'ailleurs s'y complaisent, sur ce qu'ils feront au deuxième tour que ce qu'ils feront pour les Français. L'autre chose que je vois aussi, c'est que être président de région, c'est pas se servir du tiroir caisse de sa région pour se créer un fan club pour 2022. C'est de travailler aujourd'hui sur la relance, sur les lycées, sur les transports. Bon, le président il fait le tour de France aussi pour avoir un fan club aussi pour 2022. Non, quoi. Parce qu'il s'occupe de son pays et il serait à l'Élysée, on dirait quoi ? Qu'il est caché, qu'il n'a pas le courage de défendre. Bon, dernière question, Amélie de Montchalin avec Cécile de Ménibus. Oui, le 6 juillet prochain, les agents de la fonction publique sauront si leur fiche de paye va évoluer. À 1 an des élections, est-ce qu'on peut s'attendre à des mesures importantes ? Alors évidemment, il y a des mesures importantes. Oui. D'abord, la première mesure importante, c'est que tous les agents publics auront une contribution de leur employeur, c'est-à-dire de l'État ou de leur employeur public, pour payer leur mutuelle santé. C'était une inégalité énorme. Et certains déjà disaient « Oh là là, quel privilège !» Moi, je suis celle qui a tenu un engagement que les agents publics, comme tous les autres Français, leur mutuelle santé, dans les prochaines années, soit bien payée à 50% par leur employeur. Et ensuite, je prendrai d'autres mesures. Et la revalorisation du point d'indice, par exemple ? On est en train de travailler sur un certain nombre de choses, sur les bas salaires, sur les inégalités hommes-femmes. Et moi, j'ai un enjeu. C'est qu'on doit aujourd'hui regarder en face ce système qui, parfois, a une approche totalement générale, c'est la même augmentation pour tout le monde, génère comme inégalité. Les inégalités entre ceux qui travaillent à Paris et puis ceux qui travaillent dans les autres régions, les inégalités entre les hommes et les femmes, les inégalités entre des filières. Et donc, on fait ce travail très précis. Moi, j'ai un engagement très fort que les syndicats et que les agents publics connaissent très bien, c'est qu'on regarde précisément les situations et on les corrige. Il faut vraiment des annonces là pour l'élection, c'est-à-dire que c'est pas pour les élections qu'on fait des annonces. C'est parce que pourquoi on fait le Grenelle de l'éducation ? Parce qu'on considère que les jeunes professeurs en début de carrière ne sont pas assez payés. Pourquoi on fait des revalorisations à l'hôpital ? Parce qu'on considère qu'il était urgent de rattraper 20 ans de non-augmentation salariale. Donc on fait des choses précises, concrètes, ciblées. Et vous pouvez compter sur moi pour le fait qu'elle soit réelle et que sur la feuille de paye de ceux qui ont été oubliés pendant des années, ça se voit. Merci Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, qui était l'invitée de Sud Radio ce matin.